Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie tech, je suis Romain Parchna et comme d'habitude je suis accompagné d'Arthur Faure. Salut Romain, salut tout le monde. Dans ce nouvel épisode de la causerie tech, on va vous parler de deux sujets. Premièrement, l'interface visuelle vraiment de la PS5. Elle a été dévoilée aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, dans une vidéo sur la chaîne PlayStation. Donc on va en parler un petit peu, vous parler des nouveautés, débattre un petit peu là-dessus aussi, parce qu'il y a pas mal de débats, en tout cas entre Arthur et moi là-dessus. Donc ça va être intéressant. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera de la keynote d'Apple, donc de celle de début octobre, où ils ont présenté notamment les nouveaux iPhones pour l'année 2020, ainsi qu'un HomePod mini. On va débriefer ça ensemble, pareil, pour vous donner nos ressentis et pour vous en apprendre un petit peu plus sur ces nouveautés. Arthur, je te laisse le plaisir d'introduire notre premier sujet. Ouais, avec plaisir. Alors, comme tu l'as dit, cet après-midi, Sony a posté une vidéo sur son compte, sur ses comptes YouTube, qui est une vidéo du coup qui montre, alors ils ont appelé ça le premier aperçu de l'interface de la PlayStation 5 et de l'expérience utilisateur du coup sur la PlayStation 5. Donc c'est sorti cet après-midi, c'est les premières images qu'on n'avait pas pu voir lors de la dernière conférence de Sony, dont j'attendais personnellement des images lors de cette conférence. On a dû attendre quelques semaines, quelques mois, et c'est enfin là une interface qui est relativement similaire à ce qu'on connaît déjà chez PlayStation, que ce soit sur la PS4 qui reprenait déjà pas mal d'éléments de la PS3. Donc on est vraiment sur cette interface qui est horizontale, donc avec toujours des espèces de vignettes en fonction des applications. Là pour le coup, ils ont réussi à séparer la chose en deux, entre une section games et une section média, ce qui est plutôt pas mal. C'était vraiment le gros inconvénient sur PS4. Et sur celle d'avant. Là, ça a été un petit peu réglé, c'est cool. L'interface, globalement, est sympa, mais un petit peu désordonnée. C'est toujours l'image que j'ai quand j'utilise un appareil, du coup, Sony, enfin, du moins une PlayStation, cette interface du coup qui vraiment n'est pas très intuitive. On cherche un petit peu ses marques dans celle-ci, surtout au début. Après ça va, on s'habitue rapidement, mais rien n'est intuitif, c'est pas très bien organisé. Bon, là on note du coup ce petit effort cette année, mais c'est toujours pas ça quoi. Et donc moi globalement, bon, le design on va dire me satisfait parce que je suis déjà habitué à ça, mais je pense que ils auraient pu faire mieux et ils auraient dû faire mieux au regard du design assez novateur de la PS5 elle-même. Je sais pas ce que t'en penses toi Romain, je sais pas si tu as pu la voir. Ouais, c'est vrai que moi, l'interface de la PlayStation en général, c'est pas une interface à laquelle je suis habitué. J'ai toujours été du côté Xbox, mais le peu que j'y ai joué, le peu que j'ai interagi avec, notamment chez des potes, ça m'a toujours un peu dérouté parce que, au contraire de Microsoft, qui se base sur une interface qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît, la Xbox aujourd'hui, c'est des tuiles, c'est des applications, mais c'est ordonné vraiment d'une manière qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut trouver notamment sur des appareils mobiles comme sur des tablettes ou des téléphones. C'est quand même une interface assez classique. PlayStation depuis longtemps, déjà à la PS3, à la PS4, c'était toujours ça. Ils ont choisi une organisation qui leur est un peu particulière. Sur la PS4, c'était cette navigation un peu bizarre sur deux axes. Qui rend toujours les trucs un peu plus compliqués quoi. Après ça se démarque en même temps, tu parlais du design quand même très novateur de la PS5, ce design de l'interface très assumé qui n'appartient que à la PlayStation finalement, parce que je vois aucun autre produit qui utilise ce modèle d'interaction un petit peu, donc ça a ce côté quand même positif où ça conserve une vraie identité, une vraie spécificité, mais en même temps, pour des nouveaux utilisateurs, pour des personnes un petit peu moins gamers et qui seraient un peu plus casual, c'est très vite déconcertant. Ouais, c'est vrai comme tu dis. Ouais, je reprends juste. C'est vrai que c'est vraiment déconcertant pour des nouveaux arrivants sur PlayStation. Et là, on parle d'une nouvelle génération de consoles. Donc, c'est des nouveaux joueurs aussi qui vont arriver, qui ont commencé le gaming par celle-ci. C'est un petit peu dommage. C'est toujours très compliqué, je trouve. Ils auraient pu faire un effort et penser à cela. Mais en même temps, est-ce que finalement c'est pas ce qu'ils veulent, de garder que des gamers? Parce que le design de la console en elle-même, qui est une très grosse console en termes de taille, qui a un design très spécifique, ça va pas dans tous les salons, comme on en a déjà parlé dans un des précédents épisodes. Donc déjà, l'objet en lui-même est un objet adapté aux gamers, pas aux joueurs casual.
Et du coup, finalement, que le design de l'interface reste dans cet esprit, ça peut paraître presque logique. Alors, ouais, je vois un peu l'idée que tu vois ce design un peu comme spécifique et original. Moi, je le vois pas de ce côté-là, étant donné que, en tout cas, le fonctionnement en lui-même existe déjà depuis la PS3. Et ce que je trouve dommage, c'est que là, on nous a amené un design de console vraiment novateur qui casse un peu les codes et qui amène une certaine modernité. Et une modernité qui se retrouve pas dans le design de l'interface. Moi, honnêtement, c'est ce qui me dérange le plus dedans. Après, voilà, je comprends l'idée de vouloir garder ses propres joueurs, etc. Comme tu le dis, de garder une utilisation vraiment axée sur le gaming, donc une console qui est destinée aux gamers. Et d'ailleurs, ça se voit par le prix de cette dernière. Moi, je comprends l'idée globale, mais moi, je pense que ça aurait été un petit peu plus. Ils auraient pu un petit peu plus pousser ce design et aller encore plus dans l'affirmation de la modernité de cette console. Ouais, ça se comprend aussi. Après, ils ont quand même fait une petite retouche esthétique par rapport à ce que c'était avant, qui s'améliore plus ou moins. Mais après, outrepasser le côté interface, je trouve intéressant de voir qu'ils intègrent de plus en plus leur interface et le jeu. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure, un petit peu avant le podcast, qu'il y avait ces espèces de succès qui étaient liés au jeu et qui pouvaient même proposer un peu des petites aides par rapport au jeu en temps réel. Et du coup, l'OS de la PlayStation vraiment s'allie en même temps que l'expérience de jeu. Et je pense que c'est quand même ce qui fait une des grosses différences entre la PlayStation et la Xbox. La Xbox, on a quand même une console de jeu, mais qui est aussi centre multimédia. Alors que PlayStation, ils essayent au maximum, en tout cas avec cette nouvelle interface, de fusionner avec le jeu. C'est vraiment le jeu au cœur quand même de l'expérience. L'interface de la console qui vient s'y ajouter, qui vient s'y superposer, même en transparence au-dessus. Donc il y a quand même cette direction, je trouve, dans cette nouvelle interface de fusion avec le jeu et vraiment d'écosystème complet. T'as remarqué ça ou je vais trop loin ? Ouais, non, carrément, t'as vraiment bien résumé la chose. Là, il y a cette volonté d'encore plus, du coup, fusionner le jeu et l'interface. C'est quelque chose qui avait déjà été, ils avaient déjà essayé de faire sur la PS5, la PS4, qui était un petit peu mal abordée. Il y avait déjà, par contre, cette possibilité de gagner des succès. Alors, ils appelaient ça des trophées, il me semble, qu'on gagnait avec certaines missions, etc., et certains défis que PlayStation avait établis, ou enfin du moins que les développeurs avaient établi en fonction du jeu, qui était déjà plutôt cool. Là, ils ont vraiment poussé un cran plus loin, du coup, l'expérience de jeu avec ces trophées, etc., notamment en rajoutant la possibilité d'avoir des estimations de temps sur telle ou telle mission qui est par exemple entamée ou non, ou jusqu'à la fin du jeu. Enfin, voilà, la console va être capable d'estimer le temps de jeu restant pour terminer une aventure, par exemple. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, ouais, il y a cette volonté de superposer, donc avec ils ont appelé ça des cards, il me semble. Donc littéralement des cartes qui se mettent dessus avec des tips aussi, des petits conseils et des astuces en vidéo qui pourront être mis à disposition des joueurs par les joueurs, pour les joueurs et par les joueurs. Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment cette idée de communauté qui avait été tentée avec la PS4, mais vraiment qui n'était pas très fructueuse. Là, j'ai l'impression qu'ils ont, on va dire, augmenté un petit peu cette volonté, ce qui est plutôt pas mal pour rendre le jeu encore plus social. Pour revenir quand même sur le nom, les cards, c'est vrai que c'est pas très original, ils n'ont pas été cherchés très loin. Il y a ces nouveautés. Bon, c'est quand même pas un retournement majeur, cette nouvelle interface, elle va pas révolutionner la PlayStation. Mais voilà, c'était intéressant d'en parler, d'en débattre un petit peu. Je pense pas que ça aura une grosse influence, vraiment sur les ventes au final de la PlayStation. Mais c'est un petit point, voilà, qui évolue, qui marque aussi quand même une certaine stratégie, une certaine direction pour la console. Donc c'était intéressant de l'aborder. Ouais, alors certaines directions, je suis d'accord, mais qui auraient été du coup, et je pense qu'on conclura là-dessus, qui auraient pu être un petit peu plus poussées dans les codes, notamment les codes couleurs. On a une console qui est toute blanche pour l'instant, aucune idée d'une console noire ou autre. Peut-être pousser un petit peu le design vers le blanc, qui depuis le début de la communication de PlayStation est au centre de cette communication justement.
cette couleur blanche avec des reflets bleus, etc. Peut-être que ça aurait pu être incorporé dans l'interface. Après, je sais que c'est compliqué et que c'est pas forcément très agréable sur téléviseur. Mais moi, honnêtement, je suis un petit peu déçu au niveau de la cohérence du design entre la machine, le hardware et l'interface du coup du software. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Très bonne conclusion. On passe à la suite ? Alors on passe à la suite. Je pense qu'on va parler du coup de la keynote d'Apple qui a fait légèrement du bruit avant-hier. Donc la conférence, je sais plus quelle date on était, le 13 octobre. Le 13 octobre, ouais. Donc il y avait eu une première conférence d'Apple le mois dernier où beaucoup ont espéré voir les nouveaux iPhones. Ce n'était pas le cas. Là, le 13 octobre 2020, nouvelle conférence d'Apple où cette fois-ci ils ont dévoilé les 4 nouveaux iPhones d'un coup. On va en parler en deuxième partie. Avant ça, on va commencer par le commencement, le HomePod mini qu'ils ont annoncé dès le début de la keynote. Un petit point sur cette keynote, donc c'était encore bien sûr une keynote préenregistrée à distance sans public. Apple sont vraiment les maîtres pour l'instant dans cette catégorie. Pour moi, c'était la plus belle conférence qu'ils aient réalisé depuis qu'on est dans ce type de conférence là. Elle était vraiment très très bien réalisée, des bonnes transitions, une bonne dynamique, on s'est pas trop ennuyé à part quand ils ont un petit peu trop parlé de la 5G, mais bon, c'est un détail. Ils ont présenté donc le premier produit, le HomePod mini, donc qui est tout simplement une version de leur assistant vocaux, hein, le HomePod qui était sorti il y a déjà pas mal de temps, je dirais 2 ans probablement. 3 ans, il me semble même. 3 ans, donc ouais, 3 ans, donc qui est une assez grosse enceinte avec un excellent son qui intègre l'assistant vocal Siri, ça c'est un petit peu le point négatif, mais qui était aux alentours de 200-300 €, donc un prix élevé. Là, ils ont sorti le HomePod mini, donc ça reprend globalement, normalement, un assez bon son, encore Siri, et au prix de 99 € pour la France, donc un tarif bien plus abordable, qui vient concurrencer le Alexa et le Google Home, hein. Les versions normales qui sont à peu près dans les mêmes prix. Sur la réelle, c'est là où c'était très intéressant, ils avaient une espèce de maison coupée en deux, où on passait de pièce en pièce pour voir les utilisations, les mises en place de ce HomePod mini. Donc j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation, toi ? Alors moi j'ai vraiment bien apprécié, comme on l'a dit déjà dans les derniers épisodes de la causerie sur les keynotes, ce format donc qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est toujours très léché, on est sur quelque chose vraiment bien travaillé, et d'ailleurs j'ai pensé à toi en regardant ces transitions et la bande sonore aussi qui a été utilisée. T'avais critiqué la dernière fois ces transitions et cette bande sonore, on la trouve un petit peu ridicule parfois. Là pour le coup, tout était plutôt bien réussi. Ouais, non, c'était vraiment bien travaillé. Bon, après, ils ont essayé de mettre en avant ce HomePod dans cette magnifique mise en scène, ce qui était pour moi un petit peu plus compliqué quand même, hein. Ils nous ont parlé de fonctionnalités qu'on attend déjà depuis longtemps. Ils ont parlé notamment du fait que le HomePod est censé reconnaître qui lui parle pour interagir avec la bonne personne. Ils nous l'avaient déjà annoncé ça il y a 1 an pour le gros HomePod. On le voit toujours pas arriver. Là, apparemment, ça arriverait vraiment logiciellement. Ils ont parlé d'une espèce de fonction talkie-walkie qui permet de dire à un HomePod d'envoyer un message vocal à un HomePod qui est dans une autre pièce, et ils te présentent ça pour communiquer dans ta famille, dans ta gigantesque maison. Je trouvais que c'était un peu meublé ça quand même, avec des fonctionnalités qui sont bateaux, non ? Ouais, je suis d'accord. Alors ouais, pour globalement du coup sur cette présentation avec cette maison, moi j'ai plutôt bien aimé l'idée, mais c'est vrai que ça faisait très chaud à l'américaine. C'est pas pour me déplaire non plus, hein, mais c'était assez amusant. Bon après en rapport avec les fonctionnalités, la fonctionnalité talkie-walkie, c'est quelque chose qui était déjà présent sur l'Apple Watch, qui honnêtement n'est pas tellement utile. J'ai eu l'occasion d'essayer ça. Bon, ok, c'est marrant, un petit gadget comme ça. Je sais pas si ça aura une très grande utilité dans une maison et déjà il faudra qu'il y ait plusieurs HomePod dans la maison. Ça c'est autre chose. C'est un budget. Moi, tu me diras, c'est un budget. Bon, c'est un petit peu plus abordable du coup avec ces HomePod mini, mais quand même. Honnêtement, ouais, je pense que ça sera de l'ordre du gadget à terme.
après à voir, mais voilà. Moi, globalement, ce HomePod Mini, je l'aime bien. Pour le prix, surtout 99 $. C'est vraiment se positionner face au Nest Audio dont on a parlé dans le dernier podcast et les dernières enceintes Echo, Alexa Echo. Donc bon, bah plutôt cool. Franchement, c'était nécessaire, je pense, à Apple de faire ça. Après voilà, le problème c'est Siri. Hein. On en a déjà parlé dans la causerie. Siri n'est pas très intelligent et c'est réellement le point faible de cette enceinte. Après, niveau design, je le trouve plutôt cool. On adopte aussi un design rond, comme ce qu'a pu faire du coup Amazon au final. Ouais, bah, tout à fait, pour parler un peu plus de l'objet, parce que c'est vrai que là on a pas mal tourné autour du pot, mais l'objet, ouais, c'est une espèce de petite boule, du coup, qui avec un haut-parleur tout autour, quoi, une enceinte tout autour, avec le haut où il y a Siri qui apparaît, donc avec la petite animation lumineuse de Siri, qui est quand même plutôt jolie, pour le coup, assez bien travaillée. C'est là où par contre j'ai une critique, c'est beau, c'est joli, c'est bien travaillé. Par contre, comparé à ma Alexa Dot que j'aime beaucoup, le feedback visuel que donne cette petite animation de Siri, il est très très discret. C'est-à-dire que dans un environnement avec une luminosité normale de la journée, on va avoir du mal à le distinguer de loin. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Avec Alexa, notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est que je lui parle. Si c'est un petit peu dans mon champ de vision, je vais en une demi-seconde savoir si elle m'a bien compris, parce que la petite lumière est assez forte, assez importante, pour que je le sache directement. Le Google Nest et là le HomePod et le HomePod Mini, ils n'ont pas cet avantage. Le feedback visuel est très léger, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, alors c'est ce dont on avait parlé la dernière fois en parlant de la Sonos One. C'est ce que tu reprochais déjà, du coup, le manque de ce bandeau lumineux. C'est vrai que c'est plutôt cool. C'est quelque chose qui manque là. Après, bon, moi esthétiquement, je la trouve plutôt cool et plutôt réussie. Honnêtement, par contre, elle est très petite parce qu'on a eu du coup l'occasion de la voir à côté d'un livre. Sur une étagère, il me semble, ou une espèce de commode. Il y en avait deux de positionnés de part et d'autre, et elle avait l'air vraiment vraiment minuscule. D'ailleurs, là, je suis sur le site internet du HomePod Mini, enfin de la page du HomePod Mini, et on la voit à côté d'une main humaine, et c'est vrai qu'elle est vraiment petite. C'est assez marrant. Je me demande ce que ça peut donner niveau sonore, parce que là, on parle globalement du design, mais niveau sonore, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai cru, si je me souviens bien, qu'ils ont parlé de 2 tweeters à l'intérieur, contre 8, il me semble, pour la HomePod normale. Donc on est vraiment sur un son un petit peu en baisse, et ça se comprend par rapport à la HomePod classique. Ouais, bah, c'est tout à fait normal, dans un petit produit comme ça, faut faire des choix. Après, j'ai plutôt confiance en Apple, ça m'étonnerait qu'ils aient sorti un produit avec un mauvais son, mais voilà, ça va être adapté à des petites pièces, et puis adapté aussi à la taille du produit et à son prix. Après, on parlait de Siri, c'est un des avantages, et en même temps, est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que finalement, qu'on ait un assistant dans l'état actuel de Siri, dans l'état actuel d'Alexa ou de Google Assistant, on lui demande toujours la même chose. Qui sont les choses basiques que Siri comprend aussi bien que les autres. C'est-à-dire mettre un timer, demander la météo, jouer de la musique. Donc, je pense pas que ce soit un problème dans son utilisation quotidienne finalement. Siri, c'est pas le grand génie, mais en fait, il fait toutes les tâches dont on a besoin pour un assistant vocal. Ouais, c'est vrai qu'on tape souvent sur Siri et son intelligence, mais en réalité, moi, du coup, j'ai Alexa chez moi, et en réalité, ce que je lui demande le plus, c'est de mettre un timer, la météo qu'il fait le matin, quelle météo fait-il le matin, aussi de lancer la musique, parce que elle est sur l'enceinte, donc c'est plutôt pratique, mais ça, en réalité, Siri le comprend très bien, donc ouais, pour le moment, c'est vrai que Siri peut faire le taf. Après, à voir comment ça évolue, à voir comment aussi les autres évoluent. Ça sera plutôt intéressant à voir, mais c'est vrai que pour le moment, l'assistant vocal, peu importe ce qu'on peut en dire et l'utilité qu'on peut y trouver, elle reste encore assez limitée. Ouais, c'est basique. Et finalement, pour moi, le critère de choix, si vous voulez acheter un assistant vocal dans le cadre d'une centaine d'euros, pour moi le choix entre prendre le HomePod Mini ou non, il va se baser sur une seule chose, le fait d'utiliser Apple Music ou non. Parce que l'intégration avec Apple Music est extrêmement bien faite. Bien sûr, vous pouvez lui demander de jouer des morceaux directement depuis Apple Music sans souci. Vous pourrez le gérer directement depuis votre iPhone.
comme appareil AirPlay, ce qui est vachement bien intégré. Et ils ont aussi présenté une fonctionnalité qui est pas mal, de pouvoir récupérer la musique sur son téléphone en l'approchant du HomePod pour partir dehors, partir courir, partir faire autre chose. Donc des petites intégrations toutes bêtes comme ça, mais qui sont bien pensées, bien foutues, et qui pour moi font la différence pour le coup sur une enceinte qui devrait être d'assez bonne qualité. Ouais, c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'avais pas relevé, la fonctionnalité du coup d'approcher son téléphone qui est plutôt pratique. C'est quelque chose qui me manque souvent sur mon enceinte et je suis souvent d'ailleurs obligé d'ouvrir l'application Sonos pour voir le son que j'étais en train de jouer et ensuite du coup la rechercher sur Apple Music. C'est un petit peu dommage. Là, c'est quelque chose qui est le bienvenu, qui améliore beaucoup l'utilisation et l'expérience utilisateur du coup de cette enceinte. Plutôt cool. Donc toi, tu as des conseils conseils d'achat sur ce HomePod mini? Ce serait quoi tes recommandations? Moi, honnêtement, ouais, pour moi, c'est un gros oui, principalement pour AirPlay. Après, j'attends de voir et surtout de pouvoir l'écouter. Parce que pour moi, maintenant, l'assistant vocal va avec l'enceinte. Il faut que l'enceinte soit vraiment de bonne qualité, étant donné que beaucoup d'enceintes en intègrent déjà. J'attends de pouvoir écouter. Sur le plan du design et des fonctionnalités, je valide, hein, sinon aucun souci. Mais voilà, à écouter quand même. Ok, intéressant. Pour moi, ce serait pas un gros oui comme ça, hein, je pense que tu l'as compris. C'est vraiment si vous êtes utilisateur écosystème Apple avec des lampes compatibles HomeKit, hein, ça c'est quand même un petit souci, ouais. Et utilisateur d'Apple Music. Sinon, Alexa pour moi aujourd'hui est plus performant. Il y a plein de choix, c'est-à-dire vous pouvez acheter directement les produits Amazon, mais il y a également pas mal d'enceintes différentes qui intègrent ces services. Donc à part dans ce cas-là, moi je te conseille plutôt de se tourner vers un Amazon Alexa. Ouais, et puis c'était vrai du coup pour ce que tu viens de dire, le fait que les appareils externes, donc qui vont pouvoir être des ampoules connectées, des prises connectées, etc. Avant avaient tendance à être plus compatible avec Alexa et les autres et Google Assistant qu'avec HomeKit. Maintenant, c'est en train de changer honnêtement. De plus en plus d'appareils sortent compatibles HomeKit dès le début. Et c'est plutôt notable, notamment la nouvelle gamme d'appareils électroniques Ikea, qui est totalement intégrée du coup sur HomeKit, et c'est quelque chose qui est plutôt cool et qui vise à démocratiser un petit peu cette application et cette utilisation. Donc ouais, plutôt cool. Ouais, faites quand même attention, chers auditeurs, hein, parce que Arthur est un petit peu influencé Ikea en ce moment. Ça fait quelques mois qu'il y travaille, donc prenez pas ses paroles comme ça. Cet homme n'est pas neutre. C'est vrai que je suis légèrement influencé, mais ma parole reste quand même pure et réfléchie sur ces produits que j'ai pu tester d'ailleurs. Parfait. On passe aux iPhones. Tu nous en parles? Ouais, on passe aux iPhones, mais c'était quand même le thème principal de cette keynote du mois d'octobre, qui normalement était censée se tenir au mois de septembre, un mois de décalage par rapport au calendrier habituel. Alors voilà, 4 nouveaux iPhones comme tu as dit tout à l'heure, c'est un iPhone de plus que d'habitude. Là, on se retrouve du coup maintenant avec 5 iPhones, si mes comptes sont bons, dans la gamme d'Apple, ou du moins dans l'offre d'Apple. Il y en a pour tous les goûts, on peut le dire honnêtement. Là, on se retrouve donc avec l'évolution de l'iPhone 11 qui s'appelle très logiquement l'iPhone 12, avec 2 modèles cette fois-ci, un iPhone 12 classique mais aussi un iPhone 12 mini. Quelque chose de plutôt cool. Je vais rapidement quand même parler de la gamme des pros, comme d'habitude, une gamme plus professionnelle avec un appareil photo supplémentaire, un petit peu plus de puissance. Non, pour le coup, c'est pas vrai. Il n'y a pas de puissance supplémentaire sur celui-ci. Non, ils sont tous pareils, avec la même A14 Bionic. Carrément. Mais par contre, au niveau de l'appareil photo, l'iPhone sera capable de gérer des meilleurs débits et des meilleures résolutions, il me semble, quand même. Sur la gamme Pro, donc qui est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un appareil, un iPhone qui se destine aux pros comme d'habitude. Toujours par contre la version normale, classique, une taille de 6,1 ou 2 pouces, je ne sais plus, 1 pouce il me semble. Et du coup un modèle un petit peu plus grand qui est la version Max et qui là par contre monte à 6,7 pouces. Ouais, tout à fait. Ce qui est gigantesque. Donc voilà, là la vraie nouveauté donc c'est l'iPhone 12 mini. Globalement quand même un nouveau design, hein. Alors un nouveau design oui et non, on est sur un design toujours borderless avec le notch, cette encoche,
qui par contre adopte des bordures, alors pas des bordures, comment on pourrait appeler ça, des arêtes un petit peu plus droites, à la même manière que l'iPad Pro ou l'iPad Air qui est sorti le mois dernier. Donc on est sur vraiment une cohérence maintenant quasi parfaite du design entre les différents produits, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, et même du coup sur ce nouvel iPhone qui est l'iPhone 12 mini. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, Romain, d'ailleurs, de ce design. On va parler de ça d'abord parce que les fonctionnalités en réalité sont un petit peu les mêmes qu'avant. Là, pour toi, le nouveau design, c'est validé? Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, les côtés de l'iPhone qui, sur ces dernières versions, étaient arrondis, sont devenus tout plats, tout droits, comme ils l'avaient mis sur l'iPad Pro depuis un petit moment, comme ils l'ont mis sur le nouvel iPad Air qui doit sortir. Hein. Ils l'ont annoncé à la dernière conférence, mais il est toujours pas dispo à l'achat. C'est Le joli. 23 octobre apparemment, selon certaines sources que j'ai lues ce matin. Normalement, ce sera disponible le 23 octobre. Eh bien, donc c'est dans pas longtemps. Ça va arriver, tant mieux alors. Mais oui, ça va bien, c'est joli, ça redonne un peu de nouveauté. Ça, ouais, pourquoi pas, en vrai c'est joli. Les nouvelles couleurs qu'ils ont sorties, donc qui sont différentes pour l'iPhone 12, 12 mini et pour les versions Pro, c'est pas les mêmes couleurs. Il y en a qui sont sympas. Moi, je suis un peu déçu, il n'y a pas de vrai noir un peu profond. Je sais que j'aime bien ça. Là, il y en a pas sur aucune des versions, il me semble. C'est un petit peu dommage. Ouais, alors il y a une espèce de noir quand même hein, sur. Ouais, mais qui est très anthracite quand même. Hein. Enfin bon, on cherche un petit peu la petite bête. Il y a une version Gold sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui pétille un peu. Hein. Probablement pour les marchés peut-être asiatiques notamment qui sont plus friands de ça, mais c'est quand même un gold qui pétille. Il y a des jolies couleurs, moi ça va, globalement le design je suis satisfait hein. Ouais. Franchement, je te rejoins parfaitement là-dessus. Niveau couleur, pour moi, c'est globalement validé. C'est vrai que le noir profond manque un petit peu. Moi, je suis content. Il y a quand même une version grise blanche, enfin argent et blanc, qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que le noir manque un petit peu et ces couleurs du coup très pétillantes, c'est ce gold très pétillant. On est loin des versions champagne un petit peu qui étaient sorties les années précédentes ou même il y a quelques années, qui étaient super sympa, hein, celle d'ailleurs sur le 5S, le gold du 5S était incroyable, d'ailleurs avec ses bords plus droits, plus carrés, c'était quelque chose qui rendait super bien. C'est dommage que ça n'a pas été gardé. Bon, ouais, probablement une stratégie pour taper sur et attaquer les marchés asiatiques. Hein. Alors après, je pense qu'on peut aussi parler quand même des fonctionnalités qui sont globalement similaires aux autres iPhones. Là, il n'y a pas eu de grosses nouveautés là-dessus. Ouais, rien de phénoménal. Alors, rien de phénoménal. L'arrivée, par contre, de l'écran OLED sur toute la gamme. Avant, on était sur ce qu'ils appelaient le Liquid Retina, qui était en réalité du LCD pour le 11. Là, maintenant, même les 12, que ce soit le 12 mini ou le 12 classique, bénéficient d'une dalle OLED. Donc ça, c'est plutôt cool. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, l'OLED, c'est que les LED entre elles sont toutes indépendantes et donc permet d'avoir des taux de contraste vraiment énormes et du coup des noirs extrêmement profond, c'est très agréable. Ça consomme aussi un petit peu moins d'énergie, donc toujours cool. À noter, moi ce que j'ai vraiment retenu dessus, outre les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo, etc., comme d'habitude, c'est l'arrivée du MagSafe. Alors le MagSafe, c'est quelque chose de pas nouveau, c'est un nom très compliqué à prononcer, comme vous avez pu le remarquer, mais c'est quelque chose qu'on avait sur les anciens MacBook. Qui est du coup ce chargeur sans fil, alors pas vraiment sans fil, mais qui est un chargeur aimanté. Induction aimantée, en effet. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est grosso modo celui qu'on peut trouver sur l'Apple Watch. Ouais, qui s'attache derrière. Tout à fait, ouais. Moi, justement, c'est clairement la nouvelle fonctionnalité dont je voulais te parler, parce que c'est peut-être le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé sur ces nouveaux iPhones, le MagSafe, donc le nom qui était déjà utilisé sur les chargeurs d'anciens Mac. Et en fait, c'était un chargeur tout simplement qui était aimanté et qui avait l'avantage que si quelqu'un passait et mettait un grand coup de pied dedans, ne faisait pas voltiger votre Mac, et faisait juste que le chargeur se détachait. Et c'est là où on a quand même un petit problème de nom, c'est que le MagSafe, donc qui est aussi appelé comme ça pour le chargeur de l'Apple Watch, et là sur cet iPhone, en fait c'est aimanté de manière très forte, donc ça n'a plus rien de safe. C'est-à-dire qu'on tire le câble, l'iPhone part avec.
d'après les indications, donc c'est plus très safe. Par contre, ça a vraiment un super avantage, c'est qu'on peut y fixer en effet un chargeur aimanté à l'arrière de l'iPhone, ce qui est vachement pratique, pas de câble, pas les soucis de l'induction, il faut quand même faire attention de bien placer son téléphone pour une recharge optimale. Là, ça vient toujours se placer de manière optimale, donc c'est vraiment cool. En plus, on peut l'utiliser, cet aimant MagSafe, pour y placer des petits accessoires Apple. Pour l'instant, ils proposent leurs propres accessoires, mais je n'ai aucun doute sur le fait que de nombreux fabricants tierces vont proposer des accessoires sympas avec ce MagSafe. Et finalement, la seule chose que je regrette un petit peu dans cette démarche, c'est que c'est donc une nouvelle façon de charger son téléphone. Presque pourquoi on garde encore des prises du coup ? Tant qu'à faire, pourquoi pas pousser le concept à fond, quoi. Ouais, alors bon, ça aurait été un petit peu compliqué, je pense, et ça aurait eu du mal à passer. On se souvient du retrait du port jack, par exemple. Mais ouais, je te suis complètement là-dessus sur l'incohérence du nom. Alors, je suis un peu quand même un petit peu plus mitigé parce que le MagSafe, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Le MagSafe qui est disponible sur l'Apple Watch n'est quand même pas un aimant extrêmement solide, c'est-à-dire qu'en tirant vraiment le câble, ça va pas non plus emporter réellement la watch, donc ça passe. Je me demande vraiment, après c'est à voir aussi, ça à tester. Là dans la keynote, à un moment ils le montraient genre accroché à une voiture en mode vraiment fixé comme ça, donc ça avait l'air plutôt fort quand même. Hein. Ouais, ils ont présenté cet accessoire là qui permettrait du coup de tenir comme un stand pour son iPhone dans la voiture, qui était une bonne idée. Moi vraiment j'ai bien aimé le côté des accessoires, le fait qu'ils sortent aussi des coques qui possèdent un aimant pour pouvoir continuer d'avoir ce truc là et pouvoir superposer sur une coque un porte-cartes ou des choses comme ça, des porte-cartes qui sont très jolis d'ailleurs, pas en nombreuses couleurs. J'ai regardé il y a 5 minutes sur l'Apple Store, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Tu peux faire des combinaisons de couleurs avec ta coque, etc. On a vu la petite Apple Card qui était dans ce porte-cartes, qui n'est toujours pas disponible en France, mais bref, on la voyait dedans, c'était très très stylé. Moi j'aime beaucoup honnêtement ce truc-là, cette recharge. Et après voilà, pour rebondir sur ce que tu as dit enfin, ce côté de garder une prise, donc la prise Lightning sur l'iPhone alors qu'on a ce moyen de recharge là, c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est pas pour toutes les situations non plus. Moi, je suis quand même légèrement attaché à mon câble pour quand même utiliser de manière optimale mon iPhone pendant qu'il recharge. Je pense que si on a cette espèce de galet qui est plutôt massif en plus, qui est assez large, ce qu'on a vu sur les vidéos, je pense que c'est pas extrêmement pratique non plus pour la prise en main. Donc ouais, c'est un peu retirer cette possibilité d'utilisation du téléphone pendant qu'il recharge. Là, j'ai l'impression d'être un peu vieux jeu, parce que c'est clairement ce que disaient les anti-retrait du port jack qui disaient on ne pourra plus écouter de la musique en chargeant notre téléphone. Bon, faut pas le voir comme ça, c'est plus sur un côté pratique d'utilisation. Mais après à voir, parce qu'honnêtement, si la vitesse de recharge est vraiment améliorée, en réalité, il y a peu d'importance. Ouais, parce que là, il me semble que ce serait du 14 watts avec ce MagSafe. Bon, sachant que le câble, bien sûr, MagSafe n'est pas fourni dans la boîte, on peut l'acheter au prix de 45 € en France. Donc ça fait un peu cher pour une solution de charge alternative, mais je la trouve sympa. Si elle fonctionne bien, si elle est assez rapide, c'est clairement un moyen de charge que je trouve voilà, on s'en kikine plus à brancher, on le pose, ça s'attache automatiquement avec un aimant, ça marche bien. Moi j'aime bien. On parle de l'iPhone 12 mini maintenant pour avancer un peu. Ouais, carrément. L'iPhone 12 mini, du coup, c'est l'iPhone 12 en fait, en plus petite taille. On est sur du 5,4 pouces, il me semble. Ce qui fait un petit modèle. C'est un petit modèle du coup qui a l'air d'être relativement pratique, qui a tout du grand. Même puissance, même appareil photo, même dalle, même tout.
on est vraiment du coup sur le même appareil en version pocket, si on pourrait l'appeler comme ça. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière sur l'hygiène numérique. C'est quelque chose dont j'aimerais bien avoir pour avoir un plus petit écran et pour du coup être moins incité à l'utiliser. Ouais, pour moi, c'est un gros oui. Et puis le côté pratique aussi, hein, de prise en main. Nos iPhones actuels, moi, je suis encore sur l'iPhone XR, qui est relativement gros et ça pose un petit peu souci dans les transports en commun, par exemple. Bah, carrément, moi, je suis aussi sur un iPhone XR. Hein. C'était clairement le produit que j'attendais depuis vachement longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle ensemble, mais un iPhone plus petit en termes de taille, mais avec un écran full screen, c'est clairement un produit qui m'intéressait. Ils l'ont sorti avec cet iPhone 12 mini, qui est peut-être un poil mini. Alors, pour donner une idée aux auditeurs, hein, il est un petit peu plus petit que l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8. Donc ces iPhones qui avaient encore un bouton Home, voilà. Si vous en avez eu un, vous voyez à peu près le format. C'est un petit peu plus petit que ça, mais avec un écran du coup complet bord à bord et la petite encoche pour le Face ID. Donc un format qui va vraiment nous changer, hein, pour tous ceux qui sont habitués au téléphone à plus de 6 pouces, comme ça se fait quand même pas mal aujourd'hui. C'est un bon retour aux sources. Enfin un téléphone qu'on peut à nouveau utiliser à une main sans s'enquiquiner, sans risquer de le faire tomber à chaque fois. Très puissant, du coup il a vraiment toutes les capacités, quoi. C'est clairement un téléphone qui me tente. La puce A14, qui est arrivée et qui est plutôt performante à ce qu'on a pu voir, notamment sur du gaming. Ils ont beaucoup accentué la partie gaming dans cette keynote. C'était plutôt cool. Donc ça laisse présager du bon dans un tout petit format. Moi, j'ai juste une crainte, c'est au niveau de la batterie, parce qu'on est sur la même puissance, on est tout ça. Certes, on a un écran OLED qui consomme moins, comme j'ai dit avant, mais on a du coup une batterie légèrement plus petite. Donc à voir. Selon les chiffres qui ont été communiqués par Apple, ce serait correct, hein, on serait toujours au-dessus du SE actuel, etc. Mais quand même, il y a une petite baisse par rapport à son grand frère, le 12 normal, classique. Donc ouais, un petit peu dommage d'avoir réduit cette autonomie. Il y a toujours des sacrifices, malheureusement. On verra les premiers tests arriver. Mais je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié, tiens. c'est pas très grave. Non mais ouais, moi cet iPhone en tout cas me botte beaucoup, et c'est vrai qu'on en parlait depuis un petit bout de temps de retrouver ce format, moi qui me manque un petit peu, honnêtement, qui serait vachement plus pratique pour mon utilisation. Ouais, mais je pense pas cette année, parce que mon iPhone XR est quand même encore en super état, il fonctionne encore très bien. Mais peut-être pour la suite, revenir sur un format plus petit, pourquoi pas. Et une info qu'on a oublié de dire quand même, c'est que tous ces nouveaux modèles sont compatibles 5G. Apple nous a bassiné pendant la conférence avec ça, pendant au moins 10 minutes, je pense, voire peut-être plus. Ils ont parlé de la 5G à plusieurs reprises, donc tous ces nouveaux iPhones sont compatibles 5G. Tant mieux, pour moi c'est juste nécessaire aujourd'hui quand tu sors un nouveau téléphone d'avoir la 5G pour anticiper le futur. On veut des produits qui soient durables, c'est sûr que dans 2, 3, 4 ans, la 5G ce sera vraiment existant dans nos vies quotidiennes, pas que dans les grandes villes probablement. Donc c'est voilà, heureusement que ça y est, tant mieux. Ils avaient l'air contents de l'intégrer. Ouais, et puis c'est plutôt normal. Il faut, ça va devenir une norme en tout cas. Donc, et dans l'année qui arrive, tous les constructeurs maintenant vont se positionner sur ce segment, vont vouloir utiliser cet argument qui sera réellement marketing pour beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose. Enfin, c'était nécessaire en fait qu'Apple arrive sur ce terrain-là. C'était vraiment nécessaire. Ils ont montré, du coup, ils ont bien expliqué. Il y a vraiment un côté un peu pédagogique de ça. Ils ont bien expliqué à quoi cela allait pouvoir servir, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ça a encore plus d'intérêt du coup si on aborde la gamme des iPhone Pro maintenant, 12 Pro. Ouais. En effet, donc l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui n'ont toujours pas d'écran 120 Hz, donc avec un auto de rafraîchissement, qui n'ont toujours pas de prise USB-C mais bien du Lightning, mais qui ont un lidar.
pourquoi pas. Le lidar avait déjà été introduit sur l'iPad Pro l'année dernière. Désormais, cette année. Cette année? Ouais, au mois de juin. Ok, ben en ce milieu d'année. Aujourd'hui, sur les nouveaux iPhone Pro, donc le lidar, rapidement, à quoi ça sert? Ça permet très rapidement et de manière vraiment très très précise de mapper une scène 3D de ce qui se passe face aux appareils photo de votre téléphone. C'est vachement puissant donc pour notamment des projets de réalité augmentée, mais aussi pour la photo, pour le mode portrait par exemple de votre téléphone qui est pas excellent aujourd'hui sur l'iPhone. Avec le lidar, normalement, ça va améliorer ça énormément parce que le lidar arrive réellement à reconstituer une scène 3D de ce qu'il voit avec la distance de chaque objet, de chaque point. Et donc, avec ça, il devrait enfin réussir à faire un mode portrait qui est vraiment qualitatif, qui est vraiment nickel. T'en penses quoi de ces modèles pro, toi ? Moi, je les aime beaucoup. Je trouve que ils sont plutôt sympas. Je suis pas la cible de ce produit-là, je pense. Mais pour des professionnels, ouais. Et puis on l'a vu. Apple, d'ailleurs, l'a aussi très bien démontré. Ça peut réellement devenir une caméra pour tourner des courts-métrages, des choses comme ça. Prendre aussi des clichés magnifiques. Ouais, c'est devenu un appareil professionnel, hein, l'iPhone réellement, qui permet de laisser exprimer la créativité de chacun. Un petit peu dommage du coup de pas retrouver le port USB-C dessus qu'on a pourtant sur l'iPad Pro et tous les iPads d'ailleurs maintenant, enfin sauf l'iPad classique, mais sur l'iPad Air et sur le Pro on est sur cet USB type C, donc un petit peu dommage de pas le retrouver sur cet iPhone. Après globalement j'aime bien, on est sur quelque chose qui est aussi très puissant comme le 12, qui a ce lidar du coup qui est devenu on va dire un classique maintenant sur la gamme Pro, qui a vraiment été incorporé par Apple. Et d'ailleurs Apple a beaucoup communiqué sur son utilité parce que c'était pas évident à première vue. Non, moi j'aime bien. Les couleurs aussi sont un petit peu plus pro, on va dire, que l'iPhone 12. On a des couleurs un petit peu plus soignées quand même. Donc c'est sympa tout ça, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ça moi qui m'agace un peu pour le coup. C'est que cet iPhone 12 Pro, à part le nom de Pro, il a pas grand chose de pro à mon goût. Des couleurs en plus qui sont plus pro, ouais c'est bien, mais c'est pas ce qui va faire que c'est un iPhone Pro. Il a aussi des matériaux voilà, qui font beaucoup plus classe, mais à l'intérieur, cet iPhone Pro, il a pas grand-chose. Les fonctionnalités de caméra qui sont rajoutées, comme l'Apple Pro RAW, qui permet de prendre des appareils photo avec un espèce de format RAW. Il est disponible que sur l'iPhone 12 Pro, soi-disant pour des problèmes de capacité de traitement, alors qu'ils ont les mêmes puces que les iPhone 12 classiques. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses intéressantes sur cet iPhone 12 Pro dont un professionnel a vraiment besoin par rapport à un iPhone 12. Enfin, la différence de prix, je trouve pas qu'elle vaille forcément la différence de capacité, quoi. Ouais, alors je suis un peu moins d'accord parce que moi je vois quand même le côté pro sur l'appareil photo et sur les possibilités surtout qu'il offre en matière de vidéo et de photographie. Après c'est vrai que il y a cette volonté d'avoir séparé la gamme vraiment pro et normale, alors qu'en réalité les composants à l'intérieur sont quasi les mêmes, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après la différence de prix est un petit peu moins impressionnante qu'avant, étant donné, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs sur les iPhone 12 classiques et mini. Il y a eu une augmentation du prix qui a été très légère. Mais l'iPhone 12 normal est 100 € quand même, mais ils l'ont quand même bien passé parce qu'en présentant l'iPhone mini 12 mini qui a du coup le tarif que les autres iPhones avaient avant, soit 809 €, et donc là et l'autre est à 909 €. C'est plutôt bien passé et ça s'est pas trop vu, j'ai eu l'impression. C'est assez marrant. Donc au final il y a plus que 200 € qui séparent enfin que 200 € entre guillemets, qui séparent du coup ces iPhones classiques et Pro. Donc ouais, après c'est à voir en fonction de son utilisation, mais je trouve que le gap entre les deux n'est plus aussi impressionnant qu'avant. Ouais, je suis pas convaincu, tu vois, parce que c'est vrai que cette petite douille sur les prix quand même, on peut le dire, où ils ont passé cet iPhone 12 mini au prix où était l'iPhone 11 l'année dernière, ça fait des produits quand même globalement chers, même pour un iPhone 12 mini qui est pas grand, ça commence à 809 €, ce qui est élevé.
Donc ouais, je suis pas très convaincu, tu vois, au final de cette nouvelle cuvée d'iPhone où bon, on n'a pas énormément de choses en plus, hein, à part ce MagSafe qui fait un peu la différence. On a des prix plus hauts. Ouais, je suis pas grandement convaincu. Et puis j'ai un dernier coup de gueule à pousser d'ailleurs. Oh là, encore un coup de gueule. Encore un, je crois que ça va devenir un rituel dans les épisodes, je suis vraiment désolé. C'est que bon, depuis un petit moment, il y avait la rumeur comme quoi dans les nouveaux iPhones, il n'y aurait pas le chargeur qui serait compris dans la boîte. Donc, on clarifie, la rumeur c'était que le petit adaptateur secteur vers USB ne serait pas dans la boîte. C'était une rumeur dont on avait beaucoup parlé, qui avait beaucoup fait parler, les médias adorent ça. Et bon, ça c'est confirmé, c'est vrai, il n'y a pas cet adaptateur dans la boîte. En soi, c'est pas grave, ils ont bien appuyé sur le fait qu'il y avait, je crois, 2 milliards d'adaptateurs qui étaient déjà en circulation, des adaptateurs Apple, et que donc les gens n'avaient pas besoin. Donc, ok, je suis tout à fait d'accord là-dessus. La petite douille qui nous ont cachée et qui est passée extrêmement discrètement, encore plus discrètement que la hausse des prix, c'est que le câble qui est fourni dans la boîte de ces nouveaux iPhones est un câble Lightning vers USB-C. Et c'est là qu'est le problème, parce que des adaptateurs USB-C vers une prise, il y a beaucoup moins de monde qui ont ça chez eux. Ouais, alors c'est pas nouveau parce qu'ils ont fait déjà ça. Avec les AirPods Pro qui avaient du coup un câble Lightning vers USB Type C. Bon, moi ça m'avait ravi parce que j'en avais pas à ce moment-là de câble USB Type C, et par contre j'avais de quoi les recharger comme ça. Donc bon, dans mon cas c'était parfait. Mais c'est vrai que pour la majorité c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu bizarre. Après honnêtement, moi ça m'a beaucoup fait marrer, hein, ce passage du coup, ce passage où on a parlé d'écologie sur le retrait des câbles, enfin pas des câbles, des adaptateurs, etc. À noter d'ailleurs qu'en France, la présence du cordon d'alimentation et d'un kit main libre est obligatoire en France et en Europe d'ailleurs, il me semble. Donc de toute façon, Apple n'avait pas trop le choix de laisser quand même ces trucs, parce qu'il y avait quand même de base la rumeur comme quoi les deux allaient sortir, hein, du package de l'iPhone. Donc bon, ça n'a pas été le cas, du moins en France, et ça ne sera probablement jamais le cas au regard de la loi. Après, ça m'a fait marrer sur le point, sur la globalité, parce que ça ressemblait quand même vachement à du greenwashing. On nous parle d'écologie avec le retrait de ces adaptateurs. On imagine que c'est aussi un gain d'argent pour Apple, mais ça a aussi permis de diviser par deux l'épaisseur de la boîte. C'est aussi un gain d'argent aussi pour Apple. Assez marrant. Je veux pas dire que Apple a pris ces mesures-là pour faire baisser ses coûts et du coup faire passer ça pour de l'écologie, etc. Je ne crierai pas non plus au greenwashing, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Ouais, c'est une petite précision, parce que tu l'as pas dit directement, mais le fait d'avoir une boîte 2 fois plus petite, ça veut dire que dans un même avion ou dans un même bateau, on en loge 2 fois plus dans la même place, et du coup c'est quand même des coûts de logistique qui sont vachement diminués, et c'est pour ça que c'est un énorme gain pour Apple de réussir à faire une boîte d'iPhone quasiment 2 fois plus petite. C'est ça qui est assez dingue. Et alors ils avaient commencé, hein, avec l'Apple Watch, les nouvelles Apple Watch, hein, la SE et la 6. Ils avaient déjà réduit largement l'épaisseur de la boîte. Quand j'ai reçu la mienne, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment frappé et qui m'a fait marrer du coup. Mais c'est drôle du coup qu'Apple communique vachement là-dessus pour essayer de se dédouaner un petit peu de cette idée qui pourrait circuler et qui est probablement la réalité. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant d'étudier un petit peu ces nouveautés, ces changements, et de voir aussi un peu ce qui se cache derrière. Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur cette keynote, non ? Ouais, globalement, c'était tout, hein. On n'a pas eu une keynote non plus extrêmement riche comme ça a pu être le cas les années précédentes. Entre-temps, on en a eu une le mois dernier, et il y en a probablement une qui se tiendra le mois prochain, au mois de novembre, pour les Mac ARM et tout un tas de choses. Du moins pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, on va pas s'avancer. Mais bon, on est déjà à la deuxième keynote de cette fin d'année, donc c'est plutôt pas mal. Moi, globalement, je suis satisfait parce que tout est plutôt cool, mais il n'y a pas l'enthousiasme qu'il y a pu avoir les années précédentes. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter de plus sur cette dernière. Ouais, bah moi ma conclusion pour cet épisode, c'est qu'on arrive quand même à un niveau où les smartphones
on est arrivé à un plafond qui est compliqué à dépasser par des petites nouveautés comme le lidar, le MagSafe, mais on va avoir du mal à retourner l'industrie du smartphone en 2020, et c'est pour ça que ça devient un petit peu moins enthousiasmant. Donc on verra bien ce qui se passe, quel domaine va prendre la relève un petit peu de ces dernières années où les smartphones avaient toujours des nouveautés folles pour de nouveaux podcasts de la causerie tech, hein. Ouais, carrément. On espère que ça fera naître de nouveaux produits encore plus intéressants et qui suivront du coup et qui bénéficieront de cette amélioration au sein de l'innovation, qui pourrait être vraiment vraiment cool et vraiment intéressant parce que bon, ouais, comme tu l'as dit, le téléphone maintenant, ça commence à être vu et revu. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là, comme d'habitude. Donc, à chaque podcast, maintenant, on vous le demande si vous pouvez nous faire un petit compte rendu, juste nous dire ce que vous en pensez en fait de cet épisode et de nos épisodes, que ce soit sur nos réseaux sociaux qui se trouveront donc en description. N'hésitez pas à venir en message privé, nous faire un petit feedback, ou nous encourager ou peu importe. Juste venez discuter avec nous, essayez de partager par rapport à ça. On vous invite aussi à laisser une évaluation, notamment sur Apple Podcast ou des faves ou j'aime, il me semble, je sais plus comment on appelle ça, sur Spotify. Comme d'habitude pour le référencement, pour tout ça. On espère que vous avez apprécié ce podcast et je vais laisser du coup à Romain le mot de la fin. Bah voilà, t'as tout dit. Vos feedbacks sont importants pour faire évoluer le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la causerie tech. Salut!